Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Une autre belle édition, on va vous parler avec Tristan Mack et Denzel Cariguea, évidemment, de ce qui s'est passé durant les matchs 2 et 3 de la finale de hockey collégial masculin D1. On a aussi une première chronique flag football avec Chloé Corbeil. Chloé vient nous parler du tournoi du championnat canadien collégial qui va se passer du côté de LaSalle. Donc, elle nous parle de ça. C'est la première chronique de Flag Football, mais à partir de l'automne prochain, Chloé sera avec nous régulièrement pour en parler. Donc, très content de l'accueillir dans l'équipe. Également, entrevue de la semaine avec Ben Labrosse. Ben Labrosse, un ancien de McGill, un ancien des Cheetahs de Vanier au football, qui a été le premier joueur québécois repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football au repêchage qui s'est passé cette semaine. Ben Labrosse choisi 4e au total par les Stampeders de Calgary. On en parle avec lui. J'en profite également pour mentionner les extraordinaires histoires qui se passent autour de quelques joueurs de football québécois. Jeffrey Quentin-Arcou, Ben Labrosse, évidemment, lui aussi, et le botteur Vincent Blanchard, 3 joueurs qui ont reçu des invitations à des mini-camps de recrues de la NFL. Donc, on va suivre ça. Absolument, savoir qu'est-ce qui se passe avec nos joueurs qui ont été des ultra-vedettes au Québec à un moment ou à un autre de leur carrière. Jeffrey Quentin-Arcou, en passant, a été repêché, lui, 9e au total par les Alouettes de Montréal. D'ailleurs, 5 joueurs du Québec qui sont passés, évidemment, par le système québécois, ont été repêchés en première ronde de la Ligue canadienne de football. Un gros chapeau à eux, un chapeau aussi à tous ceux qui participent à développer et à garder la passion de ces jeunes-là qui font en sorte qu'aujourd'hui ont la chance de possiblement vivre leur rêve. Donc, un gros bravo. Sur ce, je vous relance absolument tout de suite vers le contenu de notre podcast. Je le répète, hockey collégial masculin, flag football et entrevue de la semaine, Ben Labrosse. OK, masculin, on retrouve notre gang habituelle avec Tristan Mack, Denzel Cariguea. Salut, messieurs. Salut, messieurs. Bonjour, messieurs. Grosse fin de semaine. Ça a commencé par un jeu blanc du Boomerang qui a mis la série 2-0, acculé les rebelles au coin du mur, au pied du mur, assez rapidement. Mais les rebelles se sont arrangés pour survivre. On en parle tout de suite. Denzel, comment tu as vu ça? On va commencer avec le match de samedi. On s'en rappelle, c'était le match... il y avait une journée, même pas 24 heures en fait, d'écart entre les deux. Donc, le match samedi, ensuite le match de dimanche. On a commencé avec le match de samedi, une victoire de 3-0. Encore une fois, une démonstration du jeu collectif défensif du Boomerang impressionnante. Mais je te laisse proposer ton analyse, Denzel. On a vu le Boomerang vraiment vouloir profiter de l'énergie de la foule qu'il y avait à Montréal dans le cadre de ce match numéro 2 pour bien débuter le match. Je pense que le Boomerang a déjà, en entrée de jeu, profité d'une occasion où est-ce qu'on a bourdonné pour l'une des premières fois du match. On a vu des lancers qui ont été dirigés à l'endroit de Justin Roux qui ont été un peu plus difficiles pour lui en début de match. On a vu des retours qui ont été concédés. Puis le Boomerang, d'entrée de jeu, saisi l'opportunité de vraiment s'inscrire à la marque. Je pense qu'on doit lever notre chapeau au début de match qu'a reconnu le Boomerang parce que selon moi, je pense que l'objectif des Rebelles, c'est vraiment de passer à travers la tempête du début de match à Montréal. Mais reste que l'effort collectif qu'aura fourni le Boomerang à travers les 3 périodes leur ont permis d'aller chercher ce match numéro 2. Puis pour moi, je pense que le constat est vraiment très intéressant quand on pense que c'était seulement la 2e fois de la saison 2023-2024 que les Rebelles étaient blanchis dans un match. Je pense que l'effort qu'a réalisé la formation d'Alexandre Dandonneau est quand même très, très excellent dans la manière dont on s'est défendu et surtout comment on a soutenu Alexandre Bellemare qui, lui, faisait son retour devant le filet du Boomerang après avoir laissé Mathieu Tessier s'occuper des filons du cégep de Thetford, de voir Bellemare être en mesure de bien rebondir, de fournir une performance sans bavure. Je pense que c'est vraiment, ça démontre la profondeur qu'on a du côté du Boomerang parce qu'encore là,
quand on a des joueurs qui sont absents, il y en a d'autres qui se lèvent. Puis j'ai envie de lever mon chapeau aujourd'hui à Zachary Baumauer, qui a été un joueur très, très performant dans ce match numéro 2. Si on se souvient du deuxième but du Boomerang, toute cette séquence-là part de lui. Il est en mesure de battre 2 couvreurs, des joueurs qui ont par la suite suivi. On pense au trio de Lucier, Milo Zerny, qui ont été en mesure de par la suite, eux, mettre la rondelle dans le but. Mais je pense que dans le groupe défensif du Boomerang, il y a des joueurs qui sont en mesure de lever leur chapeau puis de vraiment prendre plus de responsabilité dans cette défensive de l'Orange et Marine. Donc, pour moi, le match numéro 2, c'est vraiment jouer sur cette collectivité, puis l'effort qu'on a donné à travers les 3 périodes, parce que les rebelles ont vraiment été neutralisés. Puis, qu'on a été blanchi, ça remontait vraiment au 12 janvier 2024 face à Lennox Bay dans une défaite de 3-0. Oui, puis Denzel, tu fais très, 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 très bien de le mentionner. Zachary Baumauer, vraiment là, une très belle progression. Surtout après les fêtes, là, Zachary prend beaucoup plus d'aisance sur la glace, patine très bien, bouge bien la rondelle, est en mesure d'être utilisé en avantage numérique autant qu'en désavantage numérique et à égalité numérique. Et comme je le mentionnais à Rémi Meunier pendant la description, s'il y avait une troisième passe sur le deuxième but, ça aurait été Zachary Baumauer. Une superbe protection de rondelle pour aller vraiment là, traverser la zone neutre et ensuite amener la rondelle vers la cage. Et ce que j'ai aimé du Boomerang aussi lors du match numéro 2 de la série, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion du match. Les hommes d'Alexandre Ardenneau savaient que les rebelles étaient pour peut-être mettre de l'accent sur le jeu physique à un moment donné si l'équipe était pour prendre une avance. Et ce qu'on a vu particulièrement en troisième période, les joueurs du Boomerang se laissaient faire. Et lorsqu'il y en avait un qui tentait peut-être d'aller sortir un petit peu trop ses émotions, il y avait un autre vétéran qui lui prenait le chandail et qui le sortait d'une mêlée. Et ce qu'on a vu à la fin du match numéro 2, vraiment, là, c'était vraiment le fameux on prépare le prochain match dans un certain code de hockey. Là. Et Alexandre Ardenneau, justement, avait demandé un temps d'arrêt vers la fin de la troisième période. Il restait moins de 3 minutes. Son équipe menait par 3 buts. Il n'avait même pas sorti le tableau avec les crayons. Là. Il était juste en train de parler avec ses joueurs pour leur dire de se concentrer sur la fin de match, pour leur dire que l'équipe avait une avance, qui contrôle les émotions et qui se concentre déjà à se préparer pour le match numéro 3. Donc, je pense que chapeau Boomerang et il y a des joueurs là, qui sortent vraiment du lot dans ce deuxième match-là. Oui, Antoine Lucier, il y a également eu Daniel Minocermi, mais aussi Lucas Sauvé et Lou-Olivier Charland qui ont vraiment très bien fait lors du match numéro 2 de cette série. Je vais rebondir sur cette fin de match, justement. Je trouvais que ça illustrait bien la façon dont Alexandre Ardenneau m'a expliqué comment il voulait permettre, comment il gérait, si on voulait, l'émotion de ses joueurs. Au sens qu'avant les séries, il m'a dit ce qui est important, c'est oui, tant qu'on est dans le jeu, pendant le jeu, on frappe, oui, des fois, ça amène des punitions et tout, mais après les sifflets, on n'en veut pas de perte de temps et de ces ramassis de joueurs là, où est-ce que c'est là que souvent des coups se donnent, la frustration ressort, on se permet de. Puis veut pas, c'est difficile, on est dans l'émotion, puis si on se laisse embarquer dans ces échauffourées-là, on reçoit un coup de poing au visage, le réflexe c'est d'en redonner un autre, puis c'est là que les punitions embarquent, puis ça peut dégénérer. En essayant d'éviter ces moments-là, oui, dans le match, il peut y avoir des punitions. Oui, il peut y avoir des coups qui se donnent, puis des fois à la limite de. Mais ça reste que les arbitres là, sont là pour faire un travail. Mais si on se laisse embarquer dans des moments où il n'y a absolument rien de bon qui peut ressortir de ça, c'est là qu'on prend des risques. Puis avec une équipe assez jeune, tu l'as dit, les vétérans vont chercher les gars qui. Parce que t'as beau te l'être fait dire, quand tu es dans l'émotion, des fois tu te laisses emporter pareil. Il y a un dernier mot que tu voulais dire avant de t'en aller. Mais est-ce que là, ça a été bien fait et ça fait en sorte que justement, le Boomerang a bien géré ça malgré tout. Puis
à la fin, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas que les rebelles ont très avantage à essayer de jouer au gros bras avec le boomerang. S'il y a une équipe avec laquelle que tu n'intimideras pas avec tes gros bras, tu peux les agacer peut-être parce que tu vas trop vite, tu peux peut-être les... Puis visiblement, à date, en tout cas, ça ne marche pas même ça non plus, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gros bras, l'avantage est du côté des boomerangs du boomerang de toute façon. Je ne vois pas l'intérêt de commencer à faire ça. C'est plus une démonstration de frustration que de préparer le prochain match. En tout cas, c'est mon impression. Puis, tu sais, en même temps, on voyait, bon, des vétérans sortir des plus jeunes. On voyait même des plus jeunes sortir des vétérans comme Milo Cerny, qui est souvent impliqué dans ces mêlées-là, parce que, bon, Daniel, c'est un joueur travaillant et intimidant sur la glace. Puis, tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe et tout le monde voudrait attirer Daniel pour qu'il essaye là, de sortir ses émotions. Mais bon, ça n'arrivera pas nécessairement. Mais bref, on fait bien de le mentionner là, que le deuxième match, l'effort collectif du Boomerang a fait la différence. Et même si le Boomerang n'avait pas nécessairement marqué de but en avantage numérique, il avait tout de même réussi là, à générer de l'offensive, aller se chercher du momentum, puis des opportunités de marquer. Alors, je pense que c'était intéressant pour mettre la table pour le reste de cette série. Et quand on est arrivé justement à ce fameux troisième match-là, la question pouvait se poser, comment on va trouver une solution au Boomerang? Parce que, puis je pose la question là, j'avais soulevé l'élément que beaucoup de talent pur offensif du côté des rebelles, et on ne le voyait pas sortir tant que ça. Bon, OK, des moments particuliers, là, tu ne peux pas empêcher complètement des Léo Saint-Michel, Donovan Côté et compagnie de s'exprimer tout le temps. Mais grosso modo, ce n'était pas des joueurs qu'on voyait en contrôle du match ou avec des séquences de jeu, comment je pourrais dire, continues, où à chaque fois qu'ils embarquent sur la glace, le trio est en contrôle du jeu tout le temps. Ça n'arrivait pas souvent. Fait que la question pouvait se poser pour le troisième match, comment il allait réussir à le faire. J'ai trouvé intéressant de les voir réagir avec, en tout cas, une impression de patience malgré tout. J'avais l'impression de voir une équipe que, bon, OK, on est là où on est, sur quoi on peut se rabattre si on veut. Il y avait, en tout cas, j'ai vu une équipe qui me semblait jouer avec patience, qui a profité de ses occasions, qui n'a pas essayé de donner coup pour coup au Boomerang, même si, puis là, quand je dis coup pour coup, je ne parle pas de l'aspect robustesse, parce qu'il y a eu des très bonnes mises en échec qui sont données des deux côtés, mais au sens où le Boomerang joue d'une manière, on va jouer de notre manière. Et j'avais l'impression que c'est le match où les rebelles ont été les plus égales à eux-mêmes. Puis je ne dis pas ça parce qu'ils ont gagné, parce que le match aurait pu aller des deux côtés, mais j'avais l'impression de retrouver un peu les rebelles qu'on est habitué de voir, en tout cas dans le match de dimanche. Oui, les rebelles étaient plus hargneux et étaient plus dans le visage de l'adversaire. Lors de ce match-là, là, on ressentait certains joueurs là, vouloir déranger les joueurs du Boomerang. Je pense notamment à Elliott Lahaye, que je pense que personne ne voudrait affronter. Là, Lahaye, c'est pas une proie facile pour toutes les équipes. Et pour vrai, les rebelles ont joué un bon match. Le Boomerang a eu des très bonnes séquences aussi. La deuxième période a été un petit peu plus en faveur des rebelles, là. Mais quand on regarde l'ensemble du match, les opportunités manquées par le Boomerang dans cette partie-là, c'est... Mais Justin Roux a été excellent. Contre Mario, là, il y a quand même ça. Exact. Puis c'est de ça que je parle, justement. Là. Thomas Quinton qui a manqué une chance sans or de donner peut-être le but de la victoire à son équipe. Je pense à Loïc Franqueur en fin de match avec un déplacement latéral parfait de Justin Roux à 2,6 secondes de la fin. Une barre horizontale ou un poteau, je pense, de Lou-Olivier Charland. Il y a eu une tonne d'occasions de marquer et il y avait beaucoup aussi de tirs voilés. Le Boomerang a décoché beaucoup de tirs voilés. Où est-ce que, il y avait quand même, le mot l'a dit, là, le gardien était bien couvert. La rondelle ne voulait juste pas aller au filet.
soit que c'était dévié à l'extérieur, soit que la rondelle se retrouvait sur la baie vitrée derrière Justin Roux. Alors, je pense que c'est un mélange de facteurs. 7 avantages numériques ratés par le boomerang, c'est beaucoup trop. Par contre, la punition de fin de match, peut-être questionnable ou peut-être que oui, peut-être que non. Fallait être sur place pour voir ce qui s'est passé là parce que l'angle de la vidéo, là, de la web diffusion, fait un petit peu de défaut pour pouvoir bien expliquer ou bien décrire ce qui s'est réellement passé au banc. Moi, de mon côté, j'avais vu un joueur des Rebelles tenir la porte pendant que les joueurs du Boomerang essayaient d'effectuer un changement. Bref, cette punition-là a fait en sorte que les Rebelles ont eu un avantage numérique et ont marqué un troisième but. Mais ça ne va pas excuser le fait que le Boomerang ait manqué 7 opportunités en avantage numérique et qu'il n'envoyait pas assez de rondelles vers le filet en jeu de puissance. J'avais l'impression que le Boomerang tentait plus des jeux latéraux, plus des jeux transversaux pour essayer d'avoir un jeu parfait. Mais ce n'était pas ce que le Boomerang devait faire. Et les acteurs se devront d'être au rendez-vous vendredi à Garde-Bois parce que ça ne sera pas une proie facile que les Rebelles du cégep de Sorel-Tracy. Non, c'est sûr. Puis écoute, tu sais, Denzel, je ne sais pas comment tu vois ça aussi, mais au moins le Boomerang n'a pas perdu un match en disant OK, ou en jouant un match où ils ont donné l'impression de OK, le travail est fini, il suffit d'embarquer sur la glace puis on va faire le travail. Non, le Boomerang a eu ses occasions, a fait face à un Justin Roux en pleine possession de ses moyens. Mais les Rebelles ont été, comme je disais tantôt, un peu plus les Rebelles. Oui, tu parlais de Haring Tristan, mais en même temps, en défensive, tu l'as dit. Oui, il y avait des tirs voilés, mais j'avais l'impression qu'il y avait une. Personne ne trichait. Là. Quand je parlais de patience, je pense qu'on n'essayait pas de se dépêcher à partir pour être celui qui allait faire tout de suite repartir en attaque. On attendait d'être encore en possession de la rondelle, un peu plus du moins que ce que j'ai été habitué de voir dans les autres matchs. Donc, le Boomerang a joué un fort match, les Rebelles aussi. C'était un match, je dirais, qui aurait pu aller des deux côtés. Pour les fans, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir un match supplémentaire. Mais l'idée, c'est que si les Rebelles veulent croire en leur chance puis veulent remonter pour une deuxième série consécutive à partir de 0-2 et remonter ça, il va falloir les voir continuer à faire du jeu comme ça. N'empêche. Je ne sais pas comment ça, toi, tu le vois, Denzel, mais je veux un Léo Saint-Michel dominant. J'ai besoin de le trouver encore plus dominant que ça. J'ai besoin de le voir bouger ses pieds. J'ai besoin de voir Donovan côté. Je trouve que Charles-Étienne Lamy a joué un bon match, un fort match par contre. Mais je veux voir côté puis Saint-Michel encore plus présent. C'est peut-être tout simplement un coup de chapeau qu'il faut donner au Boomerang, ceci dit, qui les empêche de bien performer. Mais c'est la réalité. Là. Quand tu es les meilleurs, tu dois, à un moment donné, trouver une manière d'arriver on top, si vous me permettez l'expression. Ça va être je pense qu'on est rendu à l'étape où on a besoin d'eux. Mais je pense que le Boomerang est bien conscient que la dernière victoire va être la plus difficile à aller la chercher dans cette série-là. Maintenant, comme tu l'as mentionné, je pense qu'on est toujours en attente de la grande performance de Léo Saint-Michel dans cette série finale. Puis, quand on pense à la situation dans laquelle les Rebelles sont, comme tu l'as mentionné, on est dans une situation très, très similaire à ce qu'ils ont vécu face aux Lions du Cégep Champlain-Saint-Lawrence. Maintenant, la manière dont on a réagi dans le match numéro 3, c'est très, très similaire à ce qu'on a fait face aux Lions. On n'a pas dérogé de nos situations de jeu qu'on cherche à exploiter depuis le début de la saison. Puis pour moi, un des éléments clés qu'on se doit de mentionner, c'est l'efficacité des Rebelles sur l'avantage numérique. Ça faisait longtemps que le Boomerang n'avait pas été aussi dominant sur les unités spéciales, puis on en a profité dans ce match numéro 3, puis ça a été un point tournant de cette série finale. Maintenant, on a l'occasion de revenir dans un match numéro 4 devant nos partisans du côté d'André Laurando. On se voudra aussi de bien surveiller Léo Saint-Michel, Chad Prebzol, qui pour l'instant est un peu plus discret dans cette série finale aussi. Je pense que Prebzol est lui aussi un acteur
qu'on devra de bien exploiter du côté d'Éric Messier si on veut garder nos chances dans cette série finale. Puis, à la défensive, je pense que si on est en mesure de réduire encore le temps et l'espace au boomerang sur l'avantage numérique, ça va être une mission qui pourrait être à tâcher à chercher à accomplir, étant donné qu'on va avoir des absents de marque quand même du côté du boomerang. Encore une fois, Slivka, qui est absent depuis le début de cette série finale. Je ne souhaite pas que Slivka soit en mesure de jouer parce que boomerang, s'il est en mesure de gagner le prochain match, sa carrière collégiale serait terminée. Mais reste que c'est un absent qui amène son équipe à devoir changer la manière dont on doit exploiter notre brigade défensive. On a des joueurs qui, en ce moment, sont en mesure de faire la différence. Esteban 5 mars qui progresse à vitesse grand V aussi. Mais je pense que j'ai hâte de voir qui sera devant le filet aussi du côté du boomerang. Est-ce qu'on voudra revenir avec Mathis Tessier? Est-ce qu'Alexandre Bellemare sera devant le filet? La question mérite de se poser. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération dans ce match numéro 4, mais reste que les deux équipes auront quelque chose à jouer dans cette rencontre-là parce que je ne pense pas que cette série-là est finie. Exact. Et depuis le début des séries, le Boomerang n'a perdu qu'une seule fois à domicile. Et c'était contre les Dragons du Collège La Flèche. Les 2 victoires contre les Filons étaient à domicile. Il y a eu une victoire également à domicile contre la formation trifluvienne, pardon. Et il y a une victoire contre les Rebelles. Donc, quand on regarde la fiche du Boomerang en séries éliminatoires, au niveau des pointages et des victoires-défaites, le Boomerang n'a jamais perdu 2 matchs consécutifs en séries éliminatoires cette année. Donc, je pense que la formation d'Alexandre Ardonneau sera en mesure de rebondir vendredi. Et ça ne sera pas facile, là, parce que les Rebelles vont arriver affamés. Le Boomerang voudra gérer ses émotions, surtout un match à domicile devant les partisans, un match au cours duquel le Boomerang pourrait rafler les grands honneurs. Alors, il faudra jouer présence par présence et penser à tous les petits détails là, pour faire en sorte qu'André Larando ait une 4e bannière à accrocher à son domicile. Effectivement. Puis, ben, écoute, ça va être assurément, encore une fois, de l'excellent hockey. La question ne se pose pas. Il va y avoir de l'intensité en masse. L'aréna s'y prête bien. Oui, Silvio Manta, mais je voulais dire que l'aréna s'y prête bien où est-ce qu'on ressent ça, cette énergie-là. Ça va être intéressant. Tu parlais de gardien de but. Je m'attends à ce que ce soit Alexandre Bellemare de mon côté qui soit là. Il a été là toute la fin de semaine en charge en fin de semaine, puis il a très bien fait dans son jeu blanc de samedi. Je m'attends à le revoir. Ceci étant dit, Alexandre Dandonneau fera bien ce qu'il veut rendu là. Ça reste à voir. Ça va être intéressant. C'est une bonne question qui reste pertinente. Je le répète, moi, la clé sera la capacité de Léo Saint-Michel, Chad Prebzel, Donovan Côté et compagnie de vraiment démontrer qu'ils sont la crème et qu'ils remontent au sommet quand l'enjeu est là, parce qu'on ne peut pas avoir plus gros enjeu que d'être face au mur comme ça et surtout chez l'adversaire, donc dans les terres de l'adversaire. Le défi va être très grand. Mais s'il remonte ce défi-là, s'il surmonte ce défi-là, avoir un 5e match à la maison, ça peut être intéressant aussi. On verra rendu là, mais ça, c'est vendredi et dimanche. On n'aura pas eu l'occasion de se parler entre les deux. En fait, entre nous peut-être, mais les gens ne le sauront pas. C'est ça. On se reparle. Parfois, il y a des choses qui se disent qu'on ne peut pas répéter. Et c'est très correct comme ça. C'est très correct comme ça. Mais il reste que la réalité étant ce qu'elle est, on va se reparler. Puis quand on va se reparler, la saison va être finie. Le champion va être déclaré. Et comme Tristan le disait, une possible 4e bannière pour le Boomerang. En tout cas, nonobstant ce qu'il y en est, puis je ne sais pas, on aura l'occasion de donner notre aperçu de la saison au complet, mais n'empêche, du gros hockey. Ceux qui ont la chance, s'il vous plaît, là, prenez un peu de temps. Je le sais qu'on est dans une série de hockey de la LNH, puis qu'il y a du hockey junior majeur aussi, il y a bien d'autres choses, mais prenez quelques minutes et regardez ça. C'est franchement excellent, c'est franchement excitant, c'est du beau hockey. Oui, absolument. Absolument. Puis, on a droit à des excellents spectacles
à chaque match et l'ambiance à Sorel-Tracy, c'était vraiment spécial d'avoir autant de partisans dans un amphithéâtre aussi gros, mais peu rempli, disons-le comme ça, même s'il Ouais, y ça avait fait beaucoup de ça. Hein. partisans, là, parce que le Colisée Cardin peut attirer 3000 personnes, puis il y avait peut-être le tiers de l'amphithéâtre ou environ qui était rempli dans le match de dimanche. Là, donc, du côté de l'Arena Gadebois, c'était rempli pleine capacité pour le deuxième match de cette série. Donc, vraiment, là, ça donne droit à des belles ambiances. Et du côté du Boomerang, ce qui est aussi très plaisant, beaucoup d'étudiants athlètes du Cégep André Laurando qui vont voir les matchs, beaucoup d'anciens joueurs aussi qui viennent voir les matchs, même s'il y en a qui ont joué dans les années 70, 80, 90 ou qui ont été entraîneurs dans ces années-là ou peu importe. Il y a toujours plusieurs anciens qui viennent et s'ils sont à l'écoute, je les remercie de leur présence parce que vraiment, là, ils ne sont pas obligés de faire ça. Il y en a qui sont rendus des grands-papas, il y en a qui sont des pères de famille et autres. Et ils le font parce qu'ils ont encore le sentiment d'appartenance auprès de leur ancienne équipe. Et c'est ce type de culture que toutes les universités, les collèges francophones au Québec devraient avoir, ce sentiment de culture d'appartenance qui fait en sorte que les programmes puissent rayonner et puissent avoir encore plus de ressources pour aider leurs étudiants, pour faire fonctionner leur programme. Alors, merci aux anciens pour leur présence. Très bien dit, très bien dit. En terminant, y a-t-il un 5e match ou non? Non. Moi, je pense que oui. Oh! Mais pour une fois, je vais donner l'avantage au Boomerang sur celle-là. Peut-être que ça va les faire perdre parce qu'à date, je leur donne jamais l'avantage. Mais j'ai l'impression que ça se termine en 4. Le Boomerang est toute une commande pour quiconque les affronte depuis le début des séries. Je pense que le sentiment d'urgence va être là parce qu'on ne veut pas avoir perdu 2 matchs de suite. On ne voudra vraiment pas. Et c'est peut-être la petite affaire qui peut faire la différence en faveur du Boomerang. Bref, nonobstant ce qui se passe, donc rendez-vous vendredi pour regarder ce 4e match-là. Puis comme l'aurait dit Édouard Carpentier, si Dieu le veut, on aura un autre match après ça, le 5e. Alors, croyez à ce que vous voulez, peu importe. Commencez par regarder le match numéro 4, puis on verra après. Salut les gars. Exact. Salut tout le monde. Alors, on reçoit aujourd'hui, pour la toute première fois, Chloé Corbeil, avec qui on va jaser de flag football. Chloé, merci d'être là. Bienvenue à Bulletin Sportif. Très content de t'avoir. Bien, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Avec Chloé, on va parler de flag. Là, on va en parler là parce qu'il y a un événement important qui se présente. Mais avec Chloé, l'automne prochain aussi, on va avoir beaucoup d'interventions. On va suivre ce qui se passe plus assidûment que de donner tout simplement des résultats de flag. On va parler des joueurs, des équipes, de ce qui se passe. Chloé, tu es une ancienne joueuse de flag qui aujourd'hui coach à Maisonneuve au niveau de la Ligue de flag football collégiale. Oui, exactement. Là, je jouais avant avec les Vikings de Maisonneuve. Là, maintenant, je les coach. Donc, disons que le monde du flag, ça me passionne beaucoup, là, puis je m'y connais quand même. Excellent. Puis en plus, c'est le fun parce que je trouve que le flag, justement, donne c'est une belle. C'est un beau sport, c'est un sport en pleine expansion et c'est une belle place pour les filles. C'est un sport qui a beaucoup, beaucoup d'engouement au niveau féminin. Fait que ça permet aussi de donner une place à un sport qui n'est pas exclusivement féminin. Il y a du flag football de gars en masse. Mais la structure, disons, plus élite au niveau collégial, universitaire, ça se passe du côté féminin. Fait que c'est une bonne chose. Ça amène des débouchés parce que ça fait pas si longtemps. C'est quoi? On a eu 2 saisons universitaires complètes là, qui ont été faites. 3 saisons universitaires. OK, fait qu'on a 3 saisons universitaires de fait. Ouais. Mais c'est juste dire que ça fait pas très longtemps qu'on est structuré jusqu'à ce niveau-là. Avant, tu
tu jouais collégial puis tu t'en allais pas mal jouer de ton bord à continuer d'avoir du fun Ouais. avec tes amis dans des ligues seniors. Là. Exactement. Là, c'est le fun d'avoir une continuité. Là. Puis là, maintenant, avec les Jeux olympiques en 2028, ben, il y a un but final à atteindre. Puis je pense que ça va être pas mal les gens qui vont être dans la ligue universitaire qui vont atteindre ce but-là. C'est sûr qu'il y a aussi des filles qui jouent civil qui pourraient atteindre ce but-là, comme des filles qui sont de Sub-Zero, là, qui sont pas affiliées à des universités, mais qui sont super talentueuses. Là. Donc, c'est ça. Il y a un but final maintenant. Et là, je suis très content de t'avoir parce que justement, tu vas pouvoir nous raconter un peu d'où ça vient, qui sont les filles à surveiller, qui sont les grosses écoles. Puis tu mentionnes justement les Jeux olympiques. Nos filles ont des très, très, très bonnes chances d'être bien placées parce qu'au Québec, on est une puissance à l'intérieur du Canada. Puis le Canada est très, très bien placé sur la scène internationale. Fait que quand on regarde tout ça, oui, ça place bien notre monde, mais juste pour l'illustrer, là, dans le fond, le 2 et 3 mai prochain, on va avoir le championnat canadien collégial. En fait, le championnat, je vais le nommer comme il faut, le championnat national collégial de flag football. Il y a 16 équipes, mais là-dessus, une grande majorité, c'est des équipes du Québec. Il y a même des équipes, il y a des équipes universitaires, mais il y a des équipes collégiales aussi qui se sont qualifiées pour ce tournoi-là. Ce qui fait qu'au total, tu as quoi, 9 équipes ou 9 ou 10 équipes qui viennent du Québec dans ce tournoi-là. Ouais. Ben là, j'ai appris récemment, je viens d'aller sur le site tantôt là, du Canadian Collegiate Flag Football Championship et il est écrit que finalement, il y a 5 cégeps qui se sont classés. Je savais pas, mais maintenant, je viens de l'apprendre. Là. Je pensais qu'il y en avait juste 4, mais il y a aussi le cégep de Saint-Laurent qui s'est classé. Je viens d'aller voir dans le playoff. Là. Ils sont dans le pool A. Donc, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 équipes du Québec. Exact, sur les 16, dans le fond, Ouais. qui participent au tournoi. Pourquoi c'est si fort au Québec, le flag, par rapport aux autres provinces? Je pense que, tu sais, au Québec, on a un bon développement, tu sais, avec Football Québec. Ils ont un bon programme de flag football, un programme d'excellence, tu sais. On a quand même beaucoup disons, d'entraîneurs talentueux, tu sais, qui mettent du temps là-dedans, qui vont aller chercher des aides, qui vont aller chercher, tu sais, du développement de ce sport-là. On dirait que dans les autres provinces, c'est un peu moins développé de ce côté-là. Tu sais, c'est sûr, en Ontario, ça commence à être un peu plus développé, là. Ils ont quand même des ligues et tout, mais je sais que, tu sais, en Alberta et des provinces qui sont un peu plus dans le nord, là, c'est un peu plus difficile. Le flag football, ils ont d'autres sports comme le hockey, baseball qui sont plus populaires là-bas. Là. Fait que je pense qu'au Québec, c'est vraiment un des endroits que c'est le plus développé, le flag football. Puis, ça marche très bien, mais en plus, je pense que la région de Montréal, puis quand je parle région, là, je fais la grande région de Montréal, là, mais c'est très, très, très fort de ce côté-ci aussi. Oui. Et là, quand on regarde ça, ben, regarde, dans les dernières années, c'est l'Université de Montréal qui gagne les championnats au niveau universitaire, gagne les championnats canadiens, pas juste provincial, mais canadiens. Ça ne veut pas dire que les autres équipes ne sont pas fortes. Le l'UQAM est très, très, très solide. Concordia a été extrêmement forte l'année passée. Donc, il y a des bonnes équipes. Les équipes qui suivaient commencent à se placer elles aussi. Et avec la qualité du flag qu'on a au niveau collégial, ben, le bassin n'est pas à veille de se tarir. Là. Disons que c'est pas une affaire de. C'est pas une petite mode, là, ça va continuer là, de se développer. 100%. Là, à chaque année, je vois des nouvelles joueuses qui arrivent qui sont encore plus talentueuses que celles des années précédentes. Puis, je vois que il y a tellement de filles maintenant qui se concentrent. Avant, on dirait qu'il y en a plusieurs qui prenaient pas le flag football comme sport principal puisqu'il y avait d'autres sports qui leur permettaient d'avoir des objectifs un peu plus, mettons, atteindre les Jeux olympiques en soccer ou d'autres sports comme ça. Maintenant, puisqu'il y a une possibilité d'aller à des niveaux plus supérieurs avec le flag football, on dirait qu'il y a plus de filles qui vont se concentrer sur ce sport-là. Et en mettant toute son attention sur ce sport-là, c'est sûr qu'on se développe encore plus et qu'on performe encore mieux. Là. Donc, il y en a plusieurs bonnes joueuses qui arrivent. Là. Et là, on va en parler justement des équipes. L'Université de Montréal, on n'a pas le choix de les placer comme grandes favorites du fait de leur pedigree dans le passé. Est-ce qu'il y a d'autres universités, ou pas nécessairement des universités, mais est-ce qu'il y a d'autres équipes qui peuvent être mises sur un pied d'égalité avec l'Université de Montréal dans ce tournoi-là? Moi, je dirais l'UQAM, parce que récemment, ils nous ont montré qu'ils étaient capables là, de battre l'UDM à maintes reprises et on dirait qu'ils se sont un peu comme, je sais pas comment dire, mais tu sais,
ils sont là, sont présentes, ils sont là, puis je pense qu'ils vont être égales vraiment avec l'UDM. Tu sais, récemment, au tournoi de Concordia, c'est l'UQAM qui a remporté. Après, à Flag Plus, qui est une ligue civile, c'est la plus grande ligue civile qui existe, là. C'est l'UQAM qui a battu l'UDM dans leur dernière partie, puis tu sais, les deux équipes étaient complètes, étaient toutes là, puis c'est l'UQAM qui est sortie gagnante. Fait que tu sais, ça a quand même deux fois de suite que l'UQAM remporte contre l'UDM. Moi, je pense qu'ils vont être capables de le refaire encore une fois, puis de gagner, peut-être pour la première fois que ce ne soit pas l'UDM qui remporte un de ces grands championnats-là. Je pense que ça se pourrait très bien que ça soit le premier, là, en le 3, 4, 5 mai. Là, je pense que ça se pourrait que ça ne soit plus l'UDM qui remporte. Ça va vraiment se jouer entre ces deux-là, moi, je pense, pour la première place. Puis c'est ça, c'est les deux équipes qui sont tout le temps au sommet. Quelle place réellement, ou en tout cas, quelle chance ont réellement les équipes collégiales de bien faire? L'an passé, au même tournoi, Montmorency a très bien fait, a fini 5e, mais ça reste que, tu as une équipe collégiale contre des équipes universitaires, une question d'âge, je veux pas, par défaut, il y a un développement qui est là et tout. Est-ce que des équipes, justement, comme Montmorency ont encore des chances de continuer, de répéter une 5e place, ou peut-être même de se qualifier dans le carré d'as? Je dirais que je pense que c'est faisable, mais ça va être difficile. Il faudra être alerte, il faudra attraper nos balles, il ne faudra pas faire des erreurs qui pourraient être coûteuses parce que les équipes universitaires, ils sont habitués et dès qu'il va y avoir une erreur de la part de leur équipe adverse, surtout des équipes qui ont un peu moins d'expérience qu'eux, ben, ils vont venir la chercher puis ils vont en profiter. Puis c'est là que l'équipe collégiale va perdre ou moins bien se classer. Donc, il faut vraiment être discipliné quand on joue contre des équipes universitaires, quand on est des équipes collégiales, parce qu'elles sont habituées de jouer en 5 contre 5, elles pratiquent toujours comme ça. Il y a quand même des différences entre le 5 contre 5 et le 7 contre 7, même si on en pratique beaucoup en civil du 5 contre 5, ça reste qu'on n'est pas des expertes comme en même temps les filles universitaires qui font que ça, là. Donc, je pense que ça va être vraiment sur ce côté-là qu'il faudra profiter. Il faut être discipliné, bien compléter nos jeux, puis vraiment pas faire des erreurs qui pourraient être coûteuses. Ça va être ça qu'il faudra se concentrer pour les équipes collégiales si elles veulent réussir à se classer haut comme l'an passé. Là. Ben, il y avait juste Montmorency et Annecy l'an passé, mais là, il y en a quand même 3 nouvelles, donc plus de chance. C'est intéressant que tu nous amènes sur le terrain du 7 contre 7 versus 5 contre 5. Pourquoi c'est choisi de jouer à 5 contre 5 au niveau universitaire alors qu'on joue à 7 contre 7 au collégial? Parce que le 5 contre 5, c'est la formule utilisée internationale. C'est la formule qui est connue un peu partout. C'est la formule de flag football comme classique. On joue en 7 contre 7 au secondaire et au collégial, mais on est comme les seuls à faire ça. Donc, je sais pas pourquoi c'est encore comme ça, parce que c'est quand même... après, tu passes du 7 contre 5 du 7 contre 7 au 5 contre 5, c'est quand même différent, d'autres manières de jouer. Fait que, non, vraiment, la formule 5 contre 5, c'est celle qui est connue par tout le monde, c'est celle qui devrait être jouée par tout le monde, puisque, après, quand tu vas jouer contre d'autres pays, ben, eux, ils jouent juste de même, ben là, on a parlé justement à l'équipe universitaire, Montréal, UQAM, Concordia, Laval, qui là-dedans, y a-tu des équipes qui sont... bon, je l'ai mentionné tantôt, le Concordia qui a eu une bonne saison l'an passé, très bonne même. Est-ce qu'il y a d'autres équipes là, qu'on peut s'attendre à voir bien performer? Est-ce qu'il y a des équipes que tu sais être... ils ont eu un recrutement ou en tout cas que c'est des équipes qui étaient peut-être moins expérimentées, donc perdaient les matchs importants, mais qui sont en train de gagner là-dessus, là, qui sont en train de s'améliorer? Moi, je pense que Sherbrooke pourrait être une université qui va venir faire la différence. L'an dernier, Sherbrooke, ils ont terminé 4e, mais là, je pense qu'ils pourraient peut-être soit terminer encore 4e ou venir prendre la place de Concordia, un des deux, je pense. Ils ont pris un peu ils ont pris de l'expérience, sont allés chercher de l'aide d'entraîneurs extérieurs. Je sais que l'an prochain, ils vont être quand même, je pense qu'ils vont être quand même une équipe qu'il faudra faire attention l'an prochain. Je sais qu'ils ont eu un super bon recrutement et je sais qu'ils vont, je pense que l'an prochain, là, ça va être une équipe qu'il faudra faire attention. Puis même, en fait, à la fin de semaine qui sont prochaine, là, je pense qu'ils pourraient quand même soit terminer 4e encore ou 3. Ça va jouer là-dedans, là, je pense. Intéressant. Bon, les autres, les universités, les équipes des universités d'ailleurs au Canada, là, il y a Regina qui a même 2 équipes, Western,
Saskatchewan, Toronto, Guelph. Donc, il y a quand même d'autres équipes là, qui sont là. Ces équipes-là, est-ce qu'on les voit avoir des chances de bien performer ou c'est tout simplement qu'elles représentent leur province et on veut s'assurer de se maintenir dans ces gros tournois-là ou quelles sont leurs chances de bien faire? Ben, l'an dernier, Regina a quand même, une des deux équipes de Regina avait quand même bien performé. Il avait terminé 6e. Fait que, c'est quand même bien. Fait que je pense que, ces équipes-là, Regina puis Toronto, là, l'an passé, ils étaient quand même assez bons. Je pense qu'on pourrait encore les voir se classer dans le top 10. C'est sûr que je pense que les équipes québécoises vont être plus hautes dans le classement, mais les équipes, il y a quelques équipes du reste du Canada qui peuvent bien se débrouiller aussi. Puis surtout l'an dernier, contre quelques équipes collégiales, c'était pas mal. Ils étaient quand même capables d'aller faire des points, d'aller gagner certains matchs. Donc je pense que vraiment, il y a quelques équipes qui pourraient se débrouiller comme Regina, Western ou Toronto. C'est 3 équipes qui pourraient, mais vraiment. Pour le reste, je ne peux pas affirmer qu'il pourrait être dans le top 10. Là. C'est qui les filles qu'il faut surveiller? C'est qui les stars du flag football au Québec? Là, les gens qui vont se rendre... et j'ai mentionné tantôt 2-3 mai, là, c'est 3 au 5 mai pour le tournoi. Ça va se passer au Parc Riverside de la salle. Quelqu'un qui veut aller là, qui veut aller voir du flag football à son meilleur, tu as des filles à surveiller et on ne connaît pas ça, admettons. Qui sont les joueuses là, que tu dirais aux gens, surveiller ces filles-là? Ben, au niveau universitaire, c'est sûr qu'il y a Sarah Parker et Sandrine, les 2 carrières, je trouve, qui sont... Ben, Emmanuel aussi, là, ces 3-là, c'est les 3 carrières, je trouve, qui sont les plus dominantes au niveau universitaire. Là, Parker à Concordia. Ouais, Parker, Concordia, Emmanuel, UQAM, puis... Sandrine, UDM, c'est ça. Fait que là, j'ai comme bugué dans ma tête. Ouais. Alors, ces 3-là sont vraiment sont excellentes. Ils savent vraiment comme, ils sont super bonnes pour lire leur défense rapidement, aller mettre la balle exactement où ce qu'elle devrait être, bien placée. Et ils connaissent super bien les forces de leurs joueuses à l'attaque. Ça, c'est super important quand tu as une carrière de connaître un peu la vitesse de chacune de tes filles, de bien connaître comment ils font chacun de leur tracé pour pouvoir placer tes balles super bien. Puis, les carrières, je pense que c'est une des positions les plus difficiles à jouer au flag football. Et ces 3-là, chapeau, là, sont super talentueuses. Et je pense qu'il faut tout le temps les regarder parce qu'elles sont super bonnes. Après, pour l'attaque, je dirais qu'il y a Clara Baudouin, évidemment, qui est super talentueuse à l'UDM. Après, Amy, qui est la snap de Concordia, super talentueuse aussi, super bonne pour aller faire ses petits tracés assez rapidement. Après, à l'UQAM, il y a Laura, qui est une recrue. Je pense qu'elle va jouer avec eux au tournoi collegiate, si j'ai bien compris. Elle vient de Valleyfield, si je ne me trompe pas, et elle est super bonne. Je l'ai vue jouer récemment en civil. Là. Elle allait faire ses catchs, elle va chercher les verges après l'attraper. Super bonne, puis je pense que c'est un super bel atout, un super bel ajout aussi à l'équipe de l'UQAM. Donc, ça, c'est pas mal. Émilie Papillon aussi. Après, ouais, mais c'est pas mal eux que je verrais dans le top qu'on peut surveiller pour l'universitaire offensif. Pour la défensive, là, my God, il y a tellement de bonnes filles que Frédéric Paul de Concordia, super agressive, super bonne pour aller chercher les balles. Après, on pourrait penser à Sarah Berbiche aussi, super bonne. Oh my God. C'est tough comme question quand même, hein, parce qu'il y a tellement... C'est sûr qu'en plus, tu sais, il y en a beaucoup, puis à un moment donné, on veut nommer des noms, mais tu sais, c'est juste pour donner une idée à des gens, OK, tu sais, juste spotter une ou deux personnes ici et là. Au collégial, il y en a que je peux te dire, tu sais, mettons, il faudra faire attention. Tu sais, mettons, Annecy, l'an dernier, il avait terminé 13e. Je pense que cette année, ça ne va pas se reproduire. Je pense qu'ils vont terminer beaucoup plus haut dans le classement avec leur ajout de Frédéric Morneau, surtout à l'offensive, qui est extrêmement talentueuse, super bonne. Tu sais, c'est une ancienne joueuse de football. Ben c'est ça, Frédéric Morneau. Pour ceux qui ne savent pas, ou en tout cas, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, l'été passé, il y avait eu pour la première fois une équipe du Québec au championnat canadien de football contact pour les championnats canadiens, mais une équipe féminine. Et puis, Frédéric Morneau avait à peu près tout arraché ce qui pouvait l'être de ce tournoi-là. Elle avait été excellente. Et c'est une fille qui avait même essayé Team Québec masculin il y a quelques années. Elle avait fait même la première Cooper. C'est vraiment une athlète spéciale à ce niveau-là. Puis on sait qu'on a toute une bonne en ce sens-là. Fait que Frédéric Morneau va être
peut-être qu'elle ne sera pas la meilleure là-bas, mais assurément une joueuse à surveiller, ne serait-ce que pour voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire contre ces joueuses-là universitaires. Ben, moi, j'ai hâte de voir à quel point elle va être bonne contre les filles de l'universitaire parce que, elle est tellement physique, elle va chercher ses balles que, contre des filles universitaires qui, eux, sont extrêmement agressives, là, qui vont, ils n'ont pas peur d'avoir un peu de contact, là, j'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller dans ce monde-là, mais je suis sûre qu'elle va super bien faire parce que quand je l'ai vu jouer la fin de semaine dernière en 5 contre 5, elle était vraiment bonne. Elle faisait ses catchs, elle n'avait pas peur de continuer. Vraiment, je pense qu'à un moment donné, il y a une game, elle a fait comme... C'était elle qui avait fait toutes les touchés de la game, littéralement. Là, j'étais comme, OK, vraiment, c'est un atout pour Annecy d'avoir Frédéric avec eux. Là. Donc, vraiment, elle, ça va être une joueuse à surveiller. Après, à Montmorency, c'est pas mal toutes les mêmes joueuses, à part comme 2 ajouts. Donc, je pense qu'ils vont quand même rester dans le top 10 parce que, ils sont encore là. C'est les mêmes joueuses. Ils ont juste 2 ou 3 nouvelles filles à l'intérieur. Puis, sont bonnes, sont super talentueuses. Ils s'exécutent bien. Donc, je m'attends à rien de moins que le top 10 pour eux, encore une fois. Puis, pour les 3 autres, par contre... je dirais que l'Outaouais, ils vont bien se débrouiller quand même. Je sais, sont super bonnes, super talentueuses. C'est sûr qu'il y a une de leurs défenses qui ne va pas être là, qui est super bonne. Donc, c'est ça, j'espère que ça ne va pas trop affecter leur performance défensive parce que c'est quand même une fille super talentueuse c'est une des corners, je pense, donc qui ne va pas être là. Donc, à suivre. Et Cégep de Saint-Laurent sont excellentes en 5 contre 5, le Cégep de Saint-Laurent, pour de vrai. Leurs joueuses, il y en a beaucoup qui ont joué depuis longtemps en 5 contre 5 avant même de jouer en 7 contre 7. Donc, on dirait qu'avec ces joueuses-là, bien les utiliser, ça vaut la peine. T'sais. Ils font des jeux, ils les complètent. Ils n'ont pas peur d'aller deep avec Marianne Quirion aussi, qui est extrêmement rapide, extrêmement bonne aussi pour faire les catchs. Gabrielle Deschamps, super bonne corps arrière aussi. Pour Champlain, Juliette Beauvais, super bonne corps arrière aussi. La seule affaire qui va peut-être les empêcher peut-être de rejoindre le top 10, moi je pense, c'est qu'ils sont bonnes pour faire des points, mais contre les équipes collégiales, il y avait de la misère à empêcher les offensives adverses de faire des touchés aussi. Donc je pense que ça va être des games à haut pointage quand ça va être Champlain. Je pense que c'est la seule raison pourquoi ils ne pourraient pas faire le top 10 dans le championnat. C'est parce qu'ils ne sont pas capables ils ont de la difficulté à arrêter des grandes offensives, des offensives qui sont agressives, qui sont d'attaque, qui font des catchs difficiles. Ils ont un peu de la misère avec ça. Donc, j'espère qu'ils vont terminer dans le top 10, mais je ne peux pas affirmer à 100% que je suis certaine qu'ils vont être dans le top 10. Ben, c'est toujours la beauté des affaires, c'est que les matchs doivent se jouer. Fait qu'on a beau essayer de prédire comme on veut, il arrive des surprises, il arrive des choses qu'on ne s'attend pas. Ouais. Je peux juste inviter les gens à aller justement à la salle au Parc Riverside. Ouais. Ça commence vendredi le 3 mai. Les premiers matchs sont à 4h30, mais il y en a le dernier est à 8h15. Ça veut dire que ça joue jusqu'à 9h le soir. Le samedi, ça commence le samedi matin. Les éliminatoires à partir du samedi après-midi, puis ça se finit le dimanche avec les matchs de classement là, de 11e place jusqu'à évidemment la grande finale qui se joue vers 1h l'après-midi. Chloé. En direct aussi, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer habituellement, il filme sur YouTube. Donc... Bon, et ça, c'est excellent parce que ça, c'est un autre élément. C'est pas tout le temps facile de trouver des matchs de flag. Donc, avoir ça sur YouTube, mais c'est le fun aussi aller sur place parce qu'il y a tout le temps 2-3 matchs qui se déroulent en même temps. Fait que ça crée une ambiance aussi qui est vraiment le fun où est-ce qu'il y a beaucoup d'action au parc comme tel. Donc, ceux et celles qui auront la chance, là, aller passer, en espérant qu'il fasse beau, aller passer une partie de journée à regarder ces filles-là jouer, ça va être excellent. Chloé, un énorme merci d'avoir pris le temps de nous raconter et nous expliquer un peu à quoi s'attendre. Tu pars en Grèce, fait que je vais te souhaiter un bon voyage. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter aussi un bon été. On se reparle à l'automne prochain parce qu'on va continuer de parler de flag football tout l'automne, un peu comme j'ai mentionné tantôt, mais j'ai bien hâte qu'on embarque dans notre collaboration plus régulière, parler de flag en masse, puis j'espère que le monde va suivre dans cette chronique-là avec intérêt et être là de manière constante à apprécier tes analyses. Exactement. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli ici et de pouvoir parler maintenant de flag football. Là, je pense que ça va être un bel ajout. Absolument, ça me fait plaisir. Merci.
Entrevue de la semaine. La semaine passée, on a reçu Kevin Mittal. On était à une semaine du repêchage de la Ligue canadienne de football. Aujourd'hui, je reçois un autre gars qui était bien placé pour le repêchage, mais là, le repêchage est passé. Le premier Québécois à être sorti au repêchage 2024 de la Ligue canadienne de football, Ben Labrosse, maintenant des Stampeders de Calgary. Salut Ben. Salut. Comment on se sent? Parce que c'est une grosse semaine. En plus, on a appris un peu plus tôt que tu allais participer au mini-camp des recrues des Giants de New York. Là, en plus, tu te fais repêcher 4e au total, le premier Québécois, Calgary. Raconte-nous les feelings en ce moment, comment ça se passe? Ouais, ben c'est excitant. J'ai pas joué au football pour 1 an et demi. Puis maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le football. Fait que c'est vraiment excitant. C'est le fun de voir mon nom CFL, puis entendre les nouvelles des Giants. Puis, donc, c'est excitant. On va prendre tout ça en ordre un peu. Je vais commencer par la CFL parce que c'est tout nouveau puis c'est le repêchage. L'histoire que Calgary allait être repêché, est-ce que tu avais des doutes que ça allait être Calgary ou comment ça se passe? Étais-tu un petit peu clueless puis est arrivé ce qui est arrivé? Comment tu prévoyais ça? Ouais, ben je savais pas ça allait être Calgary, mais j'avais un peu une idée de qu'est-ce qui allait passer parce que je parlais avec le coach beaucoup au Combine, puis il m'aimait beaucoup. On avait un connection, alors moi je pensais vraiment que ça allait être Calgary, soit dans first round ou deuxième. Je pensais vraiment que ça allait être Calgary. Mais je savais pas en moment. C'était quand même des nouvelles. Genre, je savais pas. Ils m'ont pas dit quelque chose, mais je savais un peu que ça allait être Calgary. T'avais un bon feeling avec eux. Le fit était là déjà au Combine. On va en parler du Combine. Tes stats ont été incroyables. Premier aux 40 verges, premier au saut en longueur, deuxième au three cone, au short shuttle, tu as fini 4e, puis au bench press, malheureusement, les O-line t'ont battu. Puis, puis au vertical jump, tu as fini 2e. Ça, je le sais que tu es déjà un athlète, tu as tout le temps été reconnu comme étant un athlète, mais avec le fait que ça faisait 1 an et demi que tu n'avais pas joué, est-ce que tu t'étais préparé spécifiquement pour avoir des bons chiffres au Combine? À quel point c'était important ce moment-là pour toi? Ouais, ben j'ai pratiqué le 40 beaucoup. Pour le saut en longueur et le vertical, c'était un peu... genre, j'ai sauté, mais j'ai pas pratiqué le saut. Je savais déjà que il faut juste que tu rentres et tu sautes. Mais le 40, c'est différent. Il faut savoir comment faire le start et tout ça. Fait, ouais, ben, je pratiquais beaucoup les drills de testing, mais je pratiquais beaucoup mon on-field work aussi parce que ça, comme j'ai dit, ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué au football. Fait j'étais un peu rusty en premier. J'ai pratiqué avec des bons receveurs, mais c'est différent quand tu es game scenario avec les pads. Mais j'étais plus... moi, j'étais plus focus sur ça. Un peu, les testings, c'est juste... C'est athleticism. Fait que j'étais pas trop stressé pour ça. C'était plus... le football, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est comme un bicyclette, là. Tu peux pas le faire pour 4 ans, puis après, c'est juste, tu peux le pick up vite. Fait que c'était après la première journée, j'étais back ready. J'étais prêt pour le camp. Je veux te partager quelque chose de l'entrevue de la semaine passée avec Kevin Mittal. Je lui ai demandé
c'est qui le gars que tu as eu le plus de difficultés à affronter dans ta carrière? Le premier nom qui est sorti, c'était Maxime Lavallée, avec qui il jouait avec le Rouge et Or aussi, mais il a affronté au cégep. Mais l'autre nom qui est sorti, c'est toi. Je veux juste te partager ce qu'il y a. On en reparle après. Ouais, ben c'est le fun. C'est. Deux petites secondes, Ben, je vais juste te le partager. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il a fait, puis tu regarderas. On va le commenter après. Ron Hiller avait mis la brosse sur toi tout le match. Ça a été un match-up que j'ai adoré suivre parce que c'était une grosse bataille. À l'intérieur de la bataille du match, c'était une grosse bataille qui était le fun à suivre. Ouais, mais c'est un athlète. Ben Labrosse, on l'a vu au Combine, on l'a vu un peu à McGill. Quoi dire de comment il est athlétique, ce gars, c'est incroyable. Je pense qu'il va être très bon au prochain niveau. Il est arrivé au Combine, là, les gars étaient. Laval, on est préparé pour les Combines comme si c'était notre vie. Là. On sait exactement quel pied mettre où, combien calculer les pieds. Ben est arrivé tel Ben arrive à quelque part, un peu nonchalant, pas de technique dans ses tests physiques et tout, mais les meilleurs temps que j'ai vu de mes yeux, c'est ça effortless là, il est juste athlétique. Je pense qu'il va sortir tôt le mardi prochain. Là. Donc, lui, sa lecture de l'affaire, c'est Ben est tellement athlétique, effortless, pas de technique, selon lui. Puis, mais tu sais, je pense que ça montre beaucoup de respect aussi qu'il y a par rapport à la qualité d'athlète puis d'adversaire que tu as été pour lui. Il mentionnait plus tôt dans l'entrevue aussi à quel point il n'a jamais gagné contre Vanier quand il jouait contre toi. Puis, fait qu'est-ce que ça te fait là, d'avoir un gars que tu affrontes depuis tellement longtemps, avoir ce genre de mots pour toi? Ouais, ben c'est le fun. Kevin il a commencé à jouer super tôt comme moi. Puis lui était à Saint-Hubert, les Rebels de Saint-Hubert. Fait on a joué contre quand on était super jeune. Puis toi, tu étais avec les Packers de Greenfield Park, c'est ça? C'est ça. Fait on a joué contre quand on était super jeune. On a joué contre à Vanier et Grasset, puis là, McGill et Laval. Puis c'est toujours genre, ils nous mettent, la brosse, Rumital, whatever, mais on est toujours, quand on se rencontre, c'est toujours, c'est toujours, it's no bad blood, tu sais, on est les deux Rive-Sud, c'est genre, t'entends beaucoup des gars, tu sais, Montréal, up north, mais nous, c'est vraiment Rive-Sud, fait que c'est le fun d'avoir un autre gars Rive-Sud avec toi qui fait super bon aussi. Puis, c'est intéressant parce que c'est ça, ça montre une compétition saine entre deux gars. C'est pas juste deux gars qui ont une rivalité, comme tu dis, bad blood, ou est-ce que quelque part, l'idée, c'est de juste battre l'autre pour battre l'autre, mais il y avait une belle rivalité, puis il va continuer d'avoir une belle rivalité parce que toi, tu es à Calgary et il a été repêché tout de suite après toi, 5e à Toronto. Je veux continuer, évidemment. J'ai parlé en masse avec Kevin Mittal, fait que l'idée, c'est pas de reparler de Kevin Mittal, je veux parler de Ben Labrosse. Toi, tu as joué ton football jeune avec les Packers. Est-ce que tu es resté dans le civil ou au secondaire, tu es allé jouer à l'école, ou tu es resté dans le civil jusqu'à Bantam Midget? Puis... Ben, c'était civil parce que à Greenfield Park, c'est vraiment anglais. Donc, moi, je parlais toujours anglais quand j'étais jeune. Fait que secondaire, c'était tout le football secondaire, c'était à des écoles françaises. Alors, pour moi, c'était pas not really an option. C'était pas une option. Fait que, ouais, j'ai resté de 4 ans à 16, 17 avec les Packers.
donc civil. Et ouais, c'était long avec les Packers. J'ai fait beaucoup d'années avec les Packers, mais c'était le fun. C'est une petite communauté. Fait, tu connais tout le monde et tout le monde te connaît. Fait. C'est des vieux programmes de football aussi. Moi, tu sais, j'ai joué pour les Barons de Saint-Bruno, je connais très bien les Rebelles et les Packers. On n'a pas le même âge, fait qu'évidemment, on n'a pas joué un contre l'autre du tout, mais il reste que je connais les vieilles équipes. Il y a les Cougars de Saint-Léonard plus loin, puis évidemment, il y a plein d'autres de vieux programmes, mais les Packers, ça fait très longtemps, ça fait partie du programme du paysage du football au Québec. Qu'est-ce qui t'a amené vers les Cheetahs de Vanier? C'est eux qui t'ont recruté. Est-ce que, parce que là, tu me parles de l'anglais, est-ce que Champlain, Lennoxville était une option aussi, ou pour toi, c'était Vanier, ou comment ça s'est passé, cette partie-là? Ouais, ben j'ai fait un visite à Champlain, Lennoxville, et j'ai aussi fait un visite à Saint-Jean. Donc, moi, ben, pour Cégep, j'étais prêt à le faire en français si c'est ça que ça prenait. Mais Vanier ne m'a pas recruté si fort que les autres écoles. Okay. Mais quand j'ai passé à Vanier faire une petite visite, j'ai vu les pratiques et j'étais juste... J'aimais l'atmosphère. C'était hype. C'était beaucoup... c'était le fun, c'était Montréal, il y avait beaucoup de gens de partout, Montréal-Nord, Laval, puis venant du Rive-Sud, tu vois pas tellement de personnes comme ça, fait que c'était le fun de voir tous les autres gars de partout. C'est ça que j'aimais de Vanier. Lennoxville, c'était super nice, visite, it was awesome. Les facilities, sont super beaux, mais c'était juste quelque chose de Vanier qui, l'atmosphère qui m'a recruté. Puis là, tu as joué tes années à Vanier. Tu étais avec un gars notamment dont on parle aussi, un gars qui était avec les Carabins, Kalen Saint-Cyr. Vous avez formé tout un duo là-bas dans le tertiaire. Ouais. Jouer avec des gars comme lui, comme bien d'autres, là, je ne veux pas nommer tous les gars de défense qu'il y avait à Vanier à l'époque, mais l'idée, c'est jouer avec des gars comme ça et coacher aussi par des gars comme Pete Chrysomalis puis des vétérans de même. À quel point ça t'a amené à un autre niveau de joueur de football versus ce que tu avais déjà quand tu as commencé à Vanier versus quand tu es sorti de Vanier? Est-ce que tu as senti que là, tu t'es poussé encore plus ou tu avais été bien préparé avec les Packers? Ça a été quoi pour toi cette période-là? Ouais, ben c'est ça. Quand j'ai venu, je vois tous les gars qui they're hungry. Ils veulent faire des jeux. Je vois les DB. Les DB, c'était competitive. Il y avait beaucoup d'athlètes. Je vois Samuel Emilius qui fait des crazy catch puis tout ça. Fait que ouais, c'était quand j'ai arrivé, j'ai dit OK, I gotta step up too. Puis, il y a tout l'entraînement. C'est une période importante, la partie où est-ce qu'on joue au college, au cégep, parce que tu es un kid, tu deviens un homme un peu dans cette période-là. Tu commences en tout cas à devenir un homme plus. Puis tu commences à faire des choix aussi, où est-ce que c'est pas juste facile, ou est-ce que tu commences à faire justement des choix pour que tu regardes tes options pour plus tard. Est-ce que tu avais déjà en tête quelque chose comme je veux aller pro? Comment tu voyais ton chemin après pour poursuivre ta carrière de football? Est-ce que tu avais déjà en tête quelque chose par rapport à ça? Pas vraiment. Quand j'ai commit à Vanier, c'était vraiment juste Vanier. C'était pas I want to go NCAA. Je pensais pas vraiment au futur. C'était juste, j'aimais Vanier. J'ai commit à Vanier, puis je pensais juste à Vanier. Après 2 ans, j'ai commencé à recevoir des offers. Fait que c'est là quand j'ai commencé à
penser au NCAA. Mais avant ça, c'était vraiment juste, Vanier, quand j'étais jeune, c'était toujours I want to play pro football, c'est sûr, mais c'était pas c'était pas un chemin direct dans ma tête au professional football. C'était un rêve, c'était pas un plan. C'est ça. C'était pas un plan. Donc, j'ai fini au Ridgefield Park Packers. C'était juste I'm going to play at Vanier. C'était pas I'm going because il y avait des autres gens, des autres gars qui ont eu des offres. Fait que je vais aller là parce que peut-être je vais avoir des offres. C'était vraiment juste j'aimais Vanier. Je veux jouer à Vanier. Et là, quand tu es à Vanier, comment les offres sont arrivées? Bon, tu es un très, très, très bon joueur, la question n'est pas là, mais est-ce que tu faisais beaucoup de camps aux États-Unis? Est-ce que tu rencontrais des coachs américains? Comment ça s'est passé, ça, ton lien avec... parce que tu es allé à Syracuse, on va en parler, mais qu'est-ce qui t'a amené à avoir plus de contacts et à avoir justement ces offres-là des universités américaines? C'était vraiment Coach P. C'était Coach P. Il y avait toujours des coachs américains qui rentraient, puis il m'appelle puis il dit viens rencontrer ce coach de Central Michigan, Buffalo, puis tout ça. Fait que c'était vraiment lui, parce que moi j'ai pas fait des camps, j'ai seulement fait le camp de Syracuse. Fait que c'était vraiment Coach Pete qui a fait tout le travail. Est-ce que pendant ce temps-là, tu t'entraînais particulièrement à être rapide ou est-ce que tu travaillais des choses en particulier ou c'est juste tu es naturellement gifted, tu es doué athlétiquement parlant, puis c'est juste ton entraînement normal qui a fait en sorte que tu es comme ça ou tu as travaillé ta vitesse, tu as travaillé des choses en particulier parce que tu as tout le temps été reconnu, on le voyait, puis quelqu'un, ça vous tente d'aller voir des highlights de Ben Labrosse, puis les courses que tu fais, comment tu rattrapes des receveurs dans des situations que personne pense que tu vas rattraper quelqu'un, autant sur les unités spéciales et tout. Cette vitesse-là, est-ce que tu l'as travaillé particulièrement avec du monde ou c'est naturel? Je dirais que c'est naturel, mais j'avais toujours un différent outlook sur mon entraîneur. C'était beaucoup de gens ils pensent que c'est juste naturel. Moi, je vais juste m'asseoir à la maison, faire rien, mais c'est pas le cas. J'ai travaillé beaucoup. Depuis que j'étais un enfant, j'avais un bon work ethic. Tout seul, j'allais au field pour faire des sprints. J'allais au basketball court pour pratiquer mes dunks. J'étais obsessed. J'étais obsessed avec ça. C'est naturel. Mon père, c'était un athlète. Et c'est juste, quand j'étais un enfant, je faisais toujours ça. Je m'assoyais pas, je jouais des jeux vidéo. J'étais dehors. Jouer au football, au field, pratiquer mes sprints. Mais tu le faisais toi-même. Tu n'as pas eu un coach d'athlétisme qui travaillait avec toi à cette époque-là ou à un moment donné, tu t'es mis à contacter des coachs pour travailler ces éléments-là, pour te rendre encore meilleur à ce niveau-là? Non, j'ai jamais eu de coach de track ou pour sprint. Quelque chose avec moi, c'est j'écoutais beaucoup de YouTube, des highlights d'autres joueurs. Fait j'observais comment eux ils bougent, puis j'essayais de genre mimiquer ça. Fait que j'écoutais genre Sean Jackson, tout ça, les gars qui sont vite, puis après ça je sortais puis j'essayais de courir comme lui ou les petites choses, comment il met les pieds à terre. J'étais juste bon à observer les affaires comme ça. Je pense que ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment intéressant parce que c'est rare ceux qui arrivent à s'en rendre compte par eux-mêmes. Oui, il y a vite naturel, puis effectivement, c'est sûr que
tout le monde est obligé de travailler, mais c'est le comment on travaille. Puis c'est intéressant de voir que tu as appris par toi-même. C'est un élément qui est très, très intéressant à voir. Tu as fini par choisir d'aller à Syracuse. Pourquoi Syracuse plus que justement des Buffalo et des Central Michigan? Qu'est-ce que Syracuse apportait qui faisait que tu te sentais, OK, c'est ma place? Syracuse, c'était à 4 heures de route. Puis j'aimais ça parce que mes parents, ils auraient eu la chance de venir me voir jouer. Mais aussi, Syracuse, c'est ACC. Fait que je savais qu'ils jouaient Clemson, North Carolina, tous les big schools à chaque année. Fait que ça, c'était un turn-on vraiment pour moi à Syracuse d'avoir la chance de jouer contre Trevor Lawrence puis des autres bons joueurs. Fait que je pense que ça, c'était vraiment l'affaire avec Syracuse pour moi. C'était juste le calibre de football que j'allais jouer. Et là, tu es arrivé à Syracuse. Tu as eu la chance de jouer une année. Et malheureusement, tu es parti assez rapidement. Je lisais dans un article dernièrement, tu as un peu regretté d'avoir peut-être parti un peu trop vite. Tu avais l'impression que tu n'allais pas avoir assez de temps de jeu. C'est quoi, il est arrivé un autre bon joueur à un moment donné, puis il y avait cette personne-là a pris ta place un peu dans le depth chart, puis tu sentais que tu n'aurais pas de chance de jouer. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, durant ce temps-là, j'étais rover, puis je jouais derrière André Cisco. Mm-hmm. Puis ça me dérangeait pas. Mais là, il s'est fait blesser. Puis moi, je me sentais que I deserved a shot. Il me pouvait donner un shot de juste commencer un match. C'est pas la meilleure raison, mais j'étais juste fâché que c'était toujours une série dans le 4e quart, puis quelque chose comme ça. Je voulais juste start un match de football. J'étais toujours en train j'étais toujours sideline jusqu'au 3e ou 4e quart. Fait que ça me dérangeait durant ce temps-là. C'était la première fois que j'étais face à l'adversité un peu. J'étais toujours le gars, le go-to guy. S'il faut un toucher, mets-moi returner. S'il faut lockdown, mets-moi. Puis là, tu arrives là, puis c'est juste des go-to guys. Fait qu'il faut que tu te battes avec d'autres go-to guys. C'est ça. Il fallait que je batte avec d'autres go-to guys. Fait que c'était... I was discouraged. Puis j'ai fait une décision un peu premature. Juste par des émotions. C'est vraiment ça. T'avais-tu parlé avec tes coachs? Est-ce que les coachs ils te parlaient ou tu te sentais que... Tu sais, comment ça marche? À quel point les coachs ils prennent le temps de dire « Hey, fais-toi-en pas, tu vas avoir ta place » ou quoi? Ou ils font juste... Ils font leurs affaires, ils prennent leurs décisions, puis toi, tu deal with it. Ou comment ça marche, ça? À quel point c'est business, ou tu es capable d'avoir une relation avec les coachs qui... Tu sens que tu es capable d'avoir un vrai feedback ou comment ça marche, ça? Ouais, c'est vraiment c'est business jusqu'à temps que tu dis que j'ai dit au coach, je pense que c'est ça pour moi à Syracuse. Puis là, c'est vraiment genre, il essaie de te convaincre de rester. Mais je veux pas bash des coachs. Je veux pas. Non, je veux juste comprendre comment ça marche. Ouais, c'est un peu ça. C'est business. C'est jusqu'à temps que tu dis que tu vas partir. Puis là, après ça, il parle comme un père à un fils, un peu. C'est un peu comme ça.
Toi, quand c'est arrivé et tu as pris cette décision-là, est-ce que tu en as parlé avec tes parents avant de décider de. Parce que tu es rentré dans le transfer portal, tu n'es pas juste parti de la NCAA, là, il y avait ça. Est-ce que c'est une des décisions que tu as parlé avec tes parents ou comment ça s'est passé, ça? Ouais, c'est ça. J'ai parlé avec mes parents. Mais mes parents, ils me laissent faire des. Ils savent que j'ai. En ce temps-là, j'étais presque 22 ans. Fait que. Je suis un adulte maintenant. Ils vont me laisser faire mes décisions. Ils sont toujours là pour moi, pour que je parle avec eux. Mais à la fin de la journée, ils me laissent. Je vais faire les décisions que moi je pense bonnes. Même si c'est pas la bonne décision, je vais apprendre. Moi, j'ai appris des affaires en faisant ça. Après, quand j'ai quitté Syracuse, j'étais à la maison. Je jouais pas au football, fait que j'ai pas vu des amis. J'étais tout seul, je travaillais, puis les décisions ils ont joué dans ma tête over and over. Fait que, I learned my lesson. Puis c'est important ça aussi parce qu'effectivement, les chemins sont pas tout le temps comme ça, effectivement. Puis c'est important d'apprendre de ces moments-là. Toi, tu étais dans le transfer portal. Y avait-tu une occasion que tu partes vraiment dans une autre université? Ta décision de revenir au Québec puis d'aller à McGill, c'est-tu parce que personne d'autre t'avait offert quelque chose? Puis McGill, c'est bon, OK, je vais aller à McGill, il me reste juste ça. Ou tu as vraiment pris la décision, OK, je vais revenir à Montréal, je vais jouer à McGill, puis à partir de là, on reverra. À quel point c'était revenir au Québec, c'était comme, OK, c'est le dernier plan, c'est ça où je ne joue pas au football, ou si tu avais vraiment des options aux États-Unis, puis comment ça s'est passé, ça? Ouais, ben j'avais des options, des écoles plus petites que Syracuse. C'était pas Power 5. Donc, moi, dans ma tête, j'ai décidé de jouer à McGill. J'avais des amis à McGill. Je voulais juste à ce point-là avoir du fun, jouer au football encore. J'avais pas le fun avant ça. Puis je voulais juste avoir du fun, jouer au football. Enjoy it again. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de McGill. Mais ouais, j'avais d'autres options. Mais moi, j'ai dit dans ma tête, je peux aller McGill, je peux aller CFL, je peux même aller NFL. C'est comme ça que ça marche maintenant. Si t'es bon, si t'es un athlète, ils vont te trouver. Peut-être avant, c'était pas vraiment comme ça. Si tu viens de McGill, tu vas CFL, puis c'est ça. Mais maintenant, tu peux aller à NFL de U-Sports maintenant. On le voit à chaque année. Non, exactement. Puis on va en arriver là. Toi, tu as joué ta saison à McGill. Tu as été sur l'équipe d'étoiles RSEQ, équipe d'étoiles U-Sport. Fait que, une bonne saison. Je sais qu'au début de l'année, les gars ne te testaient pas. Fait que je me rappelle d'un après-midi, je t'avais croisé et tu m'avais dit j'ai hâte de voir des balles de mon côté. Il y a eu le match où tu as joué justement contre Kevin Mittal. Ronnie Light avait placé one-on-one contre lui. Ça a été un super match. À partir de là, je pense que tu as été plus impliqué dans les matchs. Tu as probablement eu plus de fun à jouer. Mais après cette saison-là, bang, ça a arrêté. Je pense que tu pensais que c'était ta saison parce que là, il y avait eu la COVID, ton changement de NCAA venir ici. Je pense que tu pensais que c'était ta saison l'année passée où tu te faisais repêcher. C'est ça. Ouais, puis là, il y avait une erreur pour toi, une confusion dans ça, là. C'est ça. Moi, je pensais, après la saison, je vais commencer le draft process. Mais là, j'ai contacté le CFL direct. Puis, ils m'ont dit maintenant, c'est 4 ans après secondaire. Fait que dans mon cas, c'est après cégep. Fait que c'est 4 ans après cégep. Moi, ça a fait seulement 3 ans. Fait que j'étais pas eligible pour le draft. Et aussi,
j'étais en night school à McGill, j'étais pas en day school. Fait que ça coûte cher à chaque séance. Si je voulais jouer dans l'automne dernier, ça aurait pris le winter semester, séance d'été et cette séance-là. Fait que ça aurait coûté cher. Fait que j'ai juste dit, je pense que je peux me faire draft ou aller au combine sans jouer. Et ça a marché. Ça a marché ça a marché pour moi. Fait, c'est un downside. C'est un turn-off au coach quand il. Oui, c'est ça, j'allais te demander quand tu te faisais poser, quand tu étais en entrevue avec les coachs, est-ce j'imagine qu'ils soulevaient ça, hey, tu n'as pas joué l'année passée, tu n'as pas joué à l'automne. Et c'était quoi ta réponse par rapport à ça, justement? Ouais, ben c'était ça. J'ai expliqué qu'est-ce qui se passait. C'était un turn-off pour eux. Ils me demandaient pas si j'étais un athlète ou bon joueur de football. C'était vraiment juste, est-ce que tu es committed? Est-ce que tu es committed à jouer pour nous? Et ben maintenant, c'est juste football. Il n'y a pas d'école. I don't have to deal with school and stuff. C'est juste le football. Moi, j'ai dit, ouais, I'm committed. C'est un job. Si j'ai un job, j'arrive à chaque jour prêt à travailler. Visiblement, tu es un passionné de foot, puis tu es prêt à travailler pour ça et tout. Est-ce que l'école, justement, c'était difficile pour toi pendant que tu étais au cégep et à l'université? Parce qu'il y a toutes sortes de monde, il y en a qui ont aussi de la facilité à l'école, puis il y en a d'autres moins. Est-ce que c'était tough pour toi, l'école? Puis en plus de conjuguer ça avec le niveau d'entraînement puis d'engagement que ça prend pour être un athlète universitaire, est-ce que c'était une partie que tu n'aimais pas ou que c'était difficile pour toi? C'était pas difficile pour moi, mais je m'appliquais pas. C'était juste. J'étais pas intéressé à l'école. Si c'était pas pour le football, j'aurais fait quelque chose d'autre, un trade ou quelque chose comme ça. C'est juste, ça, à chaque semestre, c'était sociology of gender, des affaires de même. Moi, je m'en fous de ça. Je voulais juste jouer au football. C'est vraiment ça. C'était pas pour le football, je ferais un trade de whatever, mais c'était juste. Je suis pas bon à l'école. C'était juste. Je m'appliquais pas. Je comprends. Pas. Ah, c'est ça. Comment t'en es arrivé à établir un contact avec les Giants de New York? Parce que si déjà les équipes de la CFL se demandent, es-tu committed? Mais c'est une chose. Il reste que la NFL, il faut qu'elle voie quelque chose. Est-ce que les recruteurs ou les gens des Giants, ils te connaissaient, ils t'ont connu à cause de tes statistiques au Combine ou ils te connaissaient déjà de Syracuse? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te faire une place justement dans un mini-camp de recrues comme ça sans avoir joué cette année? Ben, c'était mon agent. Il travaillait à chaque jour. Il parlait au coach NFL. C'était vraiment lui qui l'a fait possible. Mais moi, je vois... Moi, je suis un athlète. Tu peux le voir dans mon tape. Tu peux le voir dans mes stats de combine. Puis pour eux, c'est... peut-être c'est un turn-off aussi. C'est sûr que c'est un turn-off aussi à eux que j'ai pas joué l'an dernier. Mais ils vont pas passer sur une opportunity to see un joueur qui a un athlète comme ça. Ils vont, je vais parler avec les coachs, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment ça. Il veut voir des athlètes, même si, il y avait un gars de CFL qui s'est fait draft, puis lui, il n'a pas joué college non plus, tu sais. Fait que c'était... Non, c'est ça, c'est des équipes professionnelles.
eux, leur mandat est de gagner des matchs de football. Ce que tu as fait avant. Mais comme tu dis, il y a peut-être plus la question à quel point tu vas être dédié. Puis ils ont des contrats à donner. Et puis à la fin, ils disent c'est à un gars comme ça que je veux donner un contrat ou à un autre. C'est pour ça. Mais il reste que si tes réponses sont transparentes, comme tu le fais avec moi, là, puis qu'eux autres, ils voient l'athlète, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si tu es dédié sur le terrain de foot, je pense que c'est ça qui est le plus important à la fin. C'est ça. Quand est-ce que tu pars à New York pour aller au camp? Je ne sais pas si c'est à New York même, mais pour rejoindre les Giants pour le camp, est-ce que c'est bientôt ça? Ouais, ben c'est jeudi prochain, je pars pour New York, puis je retourne samedi. Fait que c'est juste c'est 3 jours de camp. J'arrive jeudi le matin, puis je retourne l'après-midi samedi. Fait que c'est bientôt et c'est vraiment juste 3 jours de seulement helmets. Fait que faut juste montrer que je suis un athlète et je peux appliquer qu'est-ce qu'il dit dans le meeting room au terrain. C'est vraiment ça. Puis l'idée après ça, c'est d'avoir une shot au vrai camp. Plus tard, essayer d'avoir un contrat là pour faire partie du vrai camp et avoir une vraie opportunité. Ouais, c'est ça le plan. OK. Good. Est-ce que tu vas te battre, façon de parler, si admettons, au mini-camp des recrues, après ça, tu n'as pas de contrat, est-ce que tu vas essayer de te battre pour le plus possible, essayer une place à un camp de la NFL, no matter what, ou si ça ne marche pas avec les Giants, tu vas te rendre avec les Stampeders le plus vite possible pour essayer de te placer avec eux? C'est quoi le plan par rapport à ça? Ouais, ben c'est toujours le rêve NFL. Je pense que tout le monde peut... they could all agree with me. NFL, c'est vraiment la rêve. Mais moi, je suis super content que Calgary m'a repêché. Puis si ça marche pas NFL, je vais quand même venir ball out avec Calgary. Je vais pas être... I won't be upset with myself. Je vais pas être super fâché. Mais je vais quand même faire ce que je peux pour rester NFL. Comment tu t'es préparé justement? Tu disais, j'ai travaillé avec des receveurs. Est-ce que tu étais avec des coachs en particulier pendant ton année et demie off? Là, est-ce que tu étais avec des coachs en particulier? Allais-tu travailler avec des écoles? Ou comment tu t'es gardé à faire des one-on-one, continuer à travailler avec d'autres receveurs? Là? Être dans le gym, c'est une chose, mais tu as gardé football, si tu veux, l'aspect football d'affaires. Avec qui tu travaillais pour justement te maintenir? Je faisais beaucoup toute seule. Genre, je vais beaucoup les nuits au terrain toute seule. Je fais mon footwork. Je fais tout ça. Mais il faut vraiment que tu fais des one-on-one puis des reps contre des autres. Fait que j'allais à Stade Hébert beaucoup. Il y avait Kevin. Il y avait beaucoup des bons receveurs que je faisais des one-on-ones avec. Kevin, Ezekiel, tout ça. Fait que je faisais ça, mais je faisais aussi beaucoup de travail toute seule. Footwork, tout ça. Puis mon frère, il venait, il lançait la balle. Puis j'avais pas nécessairement un coach pour le partie football, mais encore, j'utilise beaucoup YouTube pour m'apprendre des affaires. Maintenant, même Instagram, il y a beaucoup d'affaires que tu peux apprendre sur Instagram. Il y a beaucoup de pages spécifiquement pour les DB. Fait que j'utilise Instagram, YouTube. As-tu des comptes en particulier que tu aimes particulièrement suivre? Ben, il y a genre des pages Team Island, des pages DB. Je m'en souviens plus les noms exacts, mais c'est à chaque fois que je vois les posts d'eux, je le save. Après, je vais... quand j'écris mes plans pour le workout, j'écris quel type de drill je vais travailler. Fait, ouais, it's helpful. There's a lot of helpful pages. Il y a beaucoup de gens qui
qui aident des DB, spécifiquement les DB, les corners, safety, comment lire le quarterback. Fait, ouais, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver online maintenant pour n'importe quoi. Vraiment. Ben, oui, mais c'est ça, mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est de trouver les bons et les pas bons. Pas les pas bons, mais tu sais, ceux qui marchent le mieux pour toi. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, on envoie des camps puis, au Québec, là, linebacker prototype, puis les QB et compagnie. Il y en a, mais puis c'est parfait, là, le monde travaille avec du monde pour se faire coacher. Mais du monde qui travaille plus autodidacte comme toi, c'est beaucoup plus rare. Fait que c'est intéressant de voir que toi, c'est comme ça. Ça va être quoi pour toi de recommencer justement à t'entraîner et à pratiquer avec des centaines de gars autour de toi, avoir des coachs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte de recommencer à vivre ou je suis bien dans mes affaires, puis ça va être quoi pour toi, ce retour-là avec des gros groupes? Non, moi, je suis excité. Moi, je manque le vibe football, les camps, les matins tôt, me lever tôt pour le camp, all day. Moi, je manque ça. Je manque le grind. Quand tu es à la maison, tu peux relaxer un peu. C'est plus facile à relaxer, mais j'aime vraiment ça, le grind. Je trouve ça le fun. Peut-être dans le moment, c'est pas le fun, mais c'est toujours les grinds que you think back and you're like, wow, that was fun. That was the time of my life. Excellent. Écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances. On va suivre, évidemment, avec assiduité ce qui se passe de ton côté pour la NFL, pour les Giants. J'espère que tu vas réaliser ton rêve. Sinon, ce sera avec les Stampeders. J'ai vraiment hâte de te revoir sur un terrain de football. Ça a toujours été un plaisir de te regarder jouer. Ceux qui ne connaissent pas encore Ben Labrosse ou qui savent son nom mais qui ne l'ont pas vu jouer, faites un détour, ça vaut la peine. C'est pas pour rien que tu es arrivé à te faire repêcher comme ça en première ronde. Tu es un athlète exceptionnel. Puis, écoute, ça paraît, ça fait des beaux jeux sur un terrain, ça fait des match-ups extraordinaires quand tu es contre d'autres grands athlètes. Puis là, tu vas avoir la chance d'être contre la crème de la crème avec les gars de la NFL. Donc, je te le souhaite. Ça va être vraiment intéressant. Meilleure des chances. Puis un gros, gros merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là, Ben. Très apprécié. Merci à toi. C'était le fun. J'aime ça faire des podcasts. Même si mon français n'est pas le meilleur, mais j'aime ça faire les podcasts québécois. Je vais te faire pratiquer plus souvent, je vais te réinviter. Je vais m'arranger pour pas que tu perdes ton français pendant que tu es ailleurs. Hey Ben, merci encore, vraiment super apprécié. Puis encore une fois, meilleure des chances. Salut. Merci.